Bonjour à toutes et à tous, je suis Guillaume, le créateur du blog Mes Premières Ruches. Je vous aide à comprendre et apprendre l'apiculture de A à Z. Dans ce podcast, je vous partage l'interview de Pierre. C'est un apiculteur amateur qui a 31 ans. Il a démarré l'apiculture avec son père quand il avait 19 ans. Les deux choses importantes que je retiens de cet échange avec Pierre, c'est pour le premier, le fait que Pierre capture énormément de dessins d'abeilles en allant directement chez des particuliers, par exemple des particuliers qui ont des abeilles qui se sont installées au moment de l'essaimage vers mars, avril, mai. Les essaims sont installés dans la cheminée ou quelque part dans leur maison ou dans leur jardin. Donc Pierre vient récupérer directement chez les personnes les essaims plutôt que de les acheter. Et la deuxième chose, c'est que Pierre et son père font énormément de bricolage. Ils fabriquent leurs propres ruches, ils fabriquent leurs propres cadres. Ils sont vraiment dans une démarche de faire soi-même. Et ça, c'est vraiment très intéressant. C'est le premier apiculteur que je connais qui fait autant lui-même du matériel pour l'apiculture. Je tiens à vous partager aussi une information pour cette interview, c'est que nous étions en plein air. Au début, il n'y avait pas beaucoup de vent, mais le vent s'est levé vers la fin de l'interview. Donc malheureusement, il y a certains passages où vous entendrez beaucoup de vent. J'ai essayé de réduire au maximum le bruit du vent, mais à certains passages, je n'ai pas pu réduire le bruit du vent, donc je vous prie de m'excuser si vous l'entendez le vent un peu fort à certains passages vers la fin de l'interview. En tout cas, profitez bien de cet échange et belle journée à vous. Au revoir. J'ai d'abord une question par rapport à l'apiculture. Quand est-ce que tu as commencé? À quel âge tu as commencé l'apiculture? J'ai démarré ça, comme je dis, en 2008. Du coup, je devais avoir, je pense, 19 ans, voilà. Et c'est venu d'une idée un petit peu saugrenue, mais l'histoire est rigolote. Mais en fait, je viens de Lorraine, et en Lorraine, on fait beaucoup de schnapps, donc de l'alcool de Mirabelle, tu vois. Et du coup, les Mirabelles, pour qu'il y en ait, il faut polliniser. Et à l'époque là, en fait, on avait un ami, mes parents avaient des amis qui voyageaient beaucoup et qui vivaient beaucoup à l'étranger, et un ami qui était apiculteur depuis que lui était jeune. Et là, ils partaient, ces gens-là, au Burundi à vivre, et du coup, ils avaient quelques ruches à se débarrasser. Et moi, j'étais sur l'occasion en essayant de convaincre mon père, mais regarde, on en met juste une au fond du jardin, on s'en occupe pas, et comme ça pollinise les arbres fruitiers, et puis ça augmente la récolte. Et on est allé à Nantes, ils étaient sur Nantes, dans la région de Nantes, et on a ramené 2 ruches qu'il nous a données. Donc on a traversé Nantes-Nancy en bagnole avec les ruches fermées à l'arrière, voilà. Ça c'est notre première expérience. On les a mis. Ça a duré combien de temps pour faire Nantes-Nancy? 6-7 heures, un truc comme ça, ouais. Ouais, une fois qu'elles sont fermées, quoi. Mais bon, ouais. Après, elles étaient un peu excitées en arrivant, mais. Et on n'y connaissait rien en fait. Donc du coup, notre ami là nous avait conseillé, il nous a dit, il nous a donné quelques bouquins un peu vieillots des années 60, 70 là qui est trouvé au fond de son grenier, et il nous a conseillé de nous abonner à l'abeille de France, donc la revue du syndicat national d'apiculture. Et ce qu'on a fait quoi du coup naïvement, et on a mis les ruches au fond du jardin. L'été a passé, donc moi j'étais tout le temps après à observer. Effectivement, c'est assez passionnant comme métier quoi. Et du coup, j'ai lu les petits bouquins pour un peu prendre de la connaissance, et puis lu la revue, et on a fait au fur et à mesure. Premier hiver a passé, et là on a perdu les 2 colonies, qui n'ont pas passé l'hiver. Donc là, c'est pourquoi? Non, mystère. Enfin, on les dorlotait, hein. On a fait un peu tout ce que on avait acheté, ce qu'il fallait pour les nourrir, tout ça. Et bon, je sais pas, peut-être faible ou quoi. On n'avait pas à l'époque beaucoup d'expérience, quoi. Je sais pas s'il y avait. Peut-être. Mais à ce moment-là, comme je te dis, on découvrait un peu tout ce milieu. Et du coup, là, t'arrives à un tournant, tu dis, est-ce que j'arrête ce truc-là, ou est-ce que je m'investis plus? Mais là, il me faudra plus que 2 ruches, parce que si jamais j'en perds 2, il faudrait au moins que j'en ai 3, histoire de redémarrer une saison. Et donc, du coup, mon père avait un autre ami des bancs de la fac, là, un ami quand lui était étudiant, qui lui était devenu apiculteur professionnel dans les Vosges. Donc, on est allé voir ce gars-là, et on lui a racheté 2 ruches d'Adam. Pour redémarrer. Donc là, on lui a acheté, il nous a pas donné. Et on a redémarré comme ça. On a acheté la ruche en boîte, avec les boîtes. Ok. C'est un gars ce mec-là, c'est un apiculteur professionnel, il a genre 800, 900 ruches. Il nous en a vendu 2, quoi. Et pareil, on les a aussi ramenés à Nancy. Là, on venait des Vosges, donc il y a qu'une heure et demie de route. Mais alors, pour la petite anecdote, la ruche s'est ouverte dans la voiture en passant à Dodane, etc. Donc on commence à voir, genre tu roules et tu vois sur le rétro une abeille, 2, 3, 10, 50, 100, et là tu fais oh là là. Et donc du coup on a mis nos combis
dans la voiture. Et là, je me souviens trop. On est arrivé à un feu rouge à Nancy et tu regardes à gauche, le conducteur nous voit et t'imagines, il voit une voiture avec 2 mecs fringués puis des abeilles partout. Alors c'était un rire, on est arrivé, on a ouvert, il y a des abeilles qui voulaient être partout, on a couru après avec des épuisettes, enfin ce qu'on pouvait, on les a pour les mettre en place et puis là ça a démarré. Et les premières ruches qu'on a récupérées, donc les 2 premières de la première année, c'était du format Voirneau. Donc on est parti sur ce format, qui est un format en fait développé par l'abbé Voirneau, qui est quelqu'un de Meurthe-et-Moselle, donc pile poil de notre région. Et c'était le format de cet ami là qui nous avait passé initialement ces ruches, en disant que il travaillait en divisible. Donc le corps qui est composé de 2 hausses en quelque sorte. D'accord. Et on a choisi ce format et on est allé en tout et pour tout acheter dans ce magasin Picole un cadre, juste un cadre de Voirneau pour prendre les dimensions. Et ensuite, surtout mon père, il a refait tout. On a tout refait nous-mêmes quoi. En bois, on en a fait des séries, on a fabriqué les boîtes avec du sapin, on a acheté les planches quoi. Enfin, et puis maintenant on a, je sais pas combien de ruches là, et tout fait nous-mêmes. Bah pour sauver aussi un peu d'argent parce que ça coûte quand même cher le matériel Picole. Et après voilà donc les plans c'est toi tu t'es basé sur des modèles qui existaient sur oui internet. Voirneau tu trouves les dimensions exactes et puis on avait la ruche initiale que nous avait filé notre pote là et du coup on est parti là-dessus quoi. On aime bien un peu tout faire nous-mêmes aussi et puis et voilà. Et donc après moi c'est surtout moi qui lisais. Moi je lisais tous les mois l'abeille de France. J'ai aussi un bouquin que j'ai beaucoup aimé. Il a gagné un prix Nobel ce mec pour avoir découvert la danse des abeilles. Peut-être tu connais. Oui bien sûr. Et ben en fait il a écrit 8. Oui, c'est ça, voilà. Ouais. Le gars-là a écrit un bouquin sur ses recherches. Okay. C'est un vieux bouquin, c'est un Allemand et je l'ai lu et c'est passionnant quoi. Il explique toutes les expériences qu'il a fait, qu'est-ce qu'il découvrait. Donc par exemple, il prenait une goutte de miel, il la mettait dans un champ comme ici là où on est et il attendait une abeille qui arrivait, il l'a tracée, il l'a marquée, il regardait dans quelle ruche elle allait. Wow. Et ensuite comment elle venait, comment elle repérait, toute la cartographie. Ensuite, il a fait plein d'expériences en mettant des trucs de couleurs noir et blanc pour regarder les couleurs qu'elle voyait. Et en fait, voilà, il a étudié le comportement de ces insectes toute sa vie, quoi. Et du coup, dans ce bouquin, il raconte un peu tout. C'est super passionnant, quoi. Et à la fin, il explique justement la danse des abeilles dans la ruche. Comment est-ce qu'elles font pour donner à leurs voisines où est la source de nectar. Quoi. Ouais, la distance et l'azimut. Ouais. Voilà. Tout ça, c'est par rapport au soleil. Et... vraiment super bouquin, quoi. Et puis en pratiquant aussi, donc on a aussi beaucoup fait de ramassage d'essaims. On n'a jamais acheté un essaim, en fait. Enfin, à part les deux ruches et c'est les seuls qu'on a achetés. Et sinon, on se mettait sur le Bon Coin ou sur des forums SOS Abeilles ou SOS Essaim, je crois, des annuaires. Et on n'hésitait pas à y aller en mode, nous, on se déplace sur 100 km, quoi. on voulait surtout, en fait, des essaims, quoi. On se rend pas compte, mais c'est quelque chose qui vaut très cher et qui est très recherché, quoi. Les gens, ils appellent les pompiers. Maintenant, ils les détruisent plus, mais avant, ils détruisaient alors qu'il y a plus d'abeilles. Ouais. Et du coup, on allait chercher des essaims droite à gauche. On a un peu tout fait aussi avec mon père. Là, on allait sur les cheminées, on a fait. Et maintenant, on donne plus. Au début, on comprenait pas pourquoi les apiculteurs allaient pas se déplacer dans les cheminées, mais on voit l'horreur que c'est de sortir un essaim d'une cheminée. Il y en a qui a inventé un aspirateur abeille. C'est-à-dire, t'as une petite ruchette et il a mis un moteur d'aspirateur. Et il fait tout ce qu'il fait sur YouTube. Idée, Et en fait, il est dans les cheminées comme ça, il récupère. Il y en a qui font du feu en bas pour faire de la fumée pour les sortir. Mais au final, on avait un petit peu tout essayé. T'es sur le toit, tu racles ce que tu vas chercher dans les rayons, tout. Et après, ce que tu ramènes, au final, t'as ramené un tiers de la colonie qui sont complètement paf, et puis ça repart pas, quoi. Donc c'est limite plus triste qu'autre chose, quoi. Et donc après, voilà, on ramasse des essaims à droite à gauche. Ou de temps en temps, on rassemble des colonies l'hiver pour les rendre plus fortes, ou on divise à la saison pour faire 2 ruches plutôt qu'une, quoi. Voilà. Et donc là, vous faites toujours du ramassage, enfin, ton père fait toujours du ramassage d'essaims ou Oui, on fait en permanence. C'est moi, en fait, si tu veux, moi, c'est moi qui mets c'est mon numéro, qui est, parce que lui, il a pas de portable, et c'est moi qui récupère les appels et je redirige à chaque fois, au mois de mai, là, ça chauffe un peu le téléphone, mais, voilà, pareil. Donc lui, il a jamais trop aimé, il est plutôt en mode pratique et expérimentation, quoi. Et moi, je préfère me lire avant un petit peu de chercher dans la littérature un petit peu les raisons des maladies, etc., pour Tu t'es surtout formé donc l'abeille de France, donc les bouquins, voilà, principalement. C'est tout. Enfin, c'est tout. Oui, c'est à peu près tout. Ouais. Okay. Et puis les discussions avec notre ami à l'occasion, et puis voilà, quoi. Ouais, les réseaux d'apiculteurs un peu. Ouais, mais pas plus que ça. Hein. J'ai pas fait de ruche à école, ouais, comme tu m'as demandé à un moment. Pourquoi pas? Mon père, je sais qu'il a fait là, 1 an ou 2, il s'est inscrit à un truc sur l'élevage des rennes. Ouais. Et il a fait une formation là, dans un rucher école du coup. Moi, j'ai pas suivi ça, mais ça m'intéresserait à la limite. C'est vrai que c'est bien de se rapprocher de ce genre de structure. Il faudrait. Ouais.
Parce que une question que je me suis toujours posée sur les essaims, quand on les récupère, on dit toujours que la reine, donc elle est comme elle a essaimé, donc elle a une tendance essaimeuse. Est-ce que tu gardes toujours tu gardes toujours la reine, même l'année suivante, tu dis pas, bah, comme elle est partie cette année, l'année prochaine elle risque de partir également, donc on tue la reine au début de la prochaine saison. Et on fait pas ça encore. Je dis encore parce que vu qu'il a fait un truc d'élevage de rennes, on laisse vraiment la nature faire à notre niveau. On a essayé un coup d'éliminer une reine pour en mettre une autre à la place. Je crois que ça s'est mal passé, les abeilles deviennent toutes folles, c'est un peu le bordel. C'est le trafo de prendre les reines dans ses mains et de la tuer. Déjà de faire ça, et on n'a pas aimé du tout cette expérience, donc du coup on s'est dit... En fait, nous, le parti pris, c'est d'aller, comme je te disais, on ramasse des essaims à droite à gauche, et du coup ça renouvelle un petit peu tout le temps ce qui se passe dans le rucher. Mais c'est vrai qu'on fait pas de la sélection, essayer d'améliorer, on laisse vraiment la nature faire, quoi. D'accord. Et c'est limite, on va pas à un moment on essayait, genre tu vas vers fin avril, juste avant la saison d'essaimage, tu vas regarder dans les ruches si t'as des cellules royales et tu les élimines. Et là les abeilles deviennent folles, quoi. Enfin, on avait fait ça, donc on arrête, on laisse faire, et en limite on laisse partir les seins, on va le ramasser, voilà. Donc on en perd quelques-uns à l'occasion. Mais sinon, et avec le réseau, au final on se refait toujours un petit peu de ruches. Et on cherche pas non plus, à notre niveau, vu qu'on est amateur, faire de la productivité à tout prix, donc on va pas à tout prix essayer de faire des énormes ruches, faire plein de miel. On préfère avoir plutôt une vingtaine de ruches et avoir un petit peu de marge, et que d'avoir 3 énormes ruches et faire ça. C'est juste c'est sous la passion, quoi. Ok. Parce que pour l'instant, vous avez combien de ruches avec ton père? Cette année, on doit en avoir 17 ou 18. Et c'est un chiffre qui évolue tout le temps à cause des essaims que tu ramasses. Donc et puis quand tu déclares à l'hivernage combien de ruches tu mets, et puis quand t'en ressors, t'as des fois de la moitié moins. Et ça, c'est vrai que c'est un métier assez émotif quand tu perds des colonies et tout en sortie d'hiver. Des fois, tu te demandes si tu veux pas tout arrêter, parce que c'est énormément de boulot, mine de rien. C'est beaucoup de boulot, hein, et d'investissement pour quand tu les traites, quand tu nettoies les ruches, quand tu nettoies les cadres, quand tu refiles, quand tu fais la cire. Et pour toi, c'est surtout quoi le boulot Bah c'est tout ça, c'est la maintenance S'il prend le plus de temps pour toi. Bah faire le miel, par exemple, c'est super long. Après, mon père a ses méthodes, moi j'ai les miennes. Toi, lui, il va chercher un cadre après l'autre pour pas déranger les abeilles. Bon, les ruches sont pas super loin, mais il se tape un nombre d'allers-retours incroyable. Ouais. Ou alors on les transvase, on laisse la hausse en place et on met une autre hausse vide à côté, et puis on les enlève un à un. Et quand on est deux, je fais glisser un panneau pour vraiment avoir le minimum de surface. Voilà, pour pas attirer tout le voisinage. Parce que pareil, on en a. C'est un métier d'expérience, hein. Donc t'essayes, tu vois que ça se passe mal, tu refais pas, quoi. Voilà, tu vas pas un coup à ton rucher un peu bourré ou par temps d'orage, tu comprends qu'il faut pas le faire. Ah bon, pourquoi tu vas? Et bah tu comprends. Voilà. C'est plein de trucs comme ça que t'essayes et ça marche pas. Donc voilà. Mais après voilà, tu vois, par exemple, inventer un nouveau format de ruche. Notre pote là, il faisait ça, il s'amusait à trouver des nouvelles. Je préfère profiter de l'expérience de 100 ans, 150 ans d'apiculture et de tout ce qui s'est déjà fait pour savoir les formats qui marchent, etc., quoi. Donc voilà, après on s'est mis à un format, on s'y cantonne et puis on roule là-dessus, quoi. Ok. Et pour toi, tu passes, donc là t'es à Lyon, tu t'en occupes un peu moins, mais généralement ça prend combien de temps par semaine ou par mois? Ça, c'est surtout mon père qui saurait te répondre, parce qu'il a ses méthodes de travail. Ça prend quand même un certain temps, ouais. On fait fondre notre cire, là maintenant on commence à faire notre cire gaufrée, et on fait toutes les ruches aussi, toute la menuiserie en fait. Ouais. Donc, mais pour le travail en lui-même, c'est pas tant que ça. C'est vraiment faut traiter la récolte, remettre les hausses. Là, il y a un peu de boulot. Et puis aussi la maintenance, quoi. L'hiver, quand tu vides les ruches, quand t'as une ruche morte et qu'il faut tout. Parce que normalement, tu vois, il faut la passer au chalumeau, mais même théoriquement, faudrait la brûler, machin. Et si t'as un soupçon de quoi que ce soit, d'une loque ou un truc comme ça, faudrait brûler. Mais c'est quand même un peu dur à brûler du matos que t'as construit qui vaut cher, etc. Ouais. Donc on préfère tout nettoyer un à un, les cadres, les passer dans de l'eau bouillante par exemple, ou des choses comme ça quand on fait fondre la cire, et passer au chalumeau comme tu dis. C'est du boulot, hein. Quand t'as je sais pas, t'hivernes 20 ruches, t'en as 10 qu'on crevait, bah t'as 10 fois 3 les deux hausses de corps là, les 2 corps plus le plateau, machin. C'est du boulot, c'est beaucoup de boulot, ouais. Ok. Comment tu vois l'avenir de l'apiculture? Alors il y a des côtés cool. Encore pour mon expérience, je reprends notre histoire, là, on a ramené 2-3 ruches dans le jardin. Et puis ça s'est su. Du coup je me suis fait un coup excusé, c'était assez drôle quand j'étais en études en école d'ingénieur. Il y avait un partiel, j'avais rien foutu, je voulais pas y aller, et j'avais l'excuse royale, c'est que la mairie de mon village organisait
un événement de sensibilisation à l'apiculture, des choses comme ça, des petites activités pour les enfants. Et il m'avait demandé si je voulais, et ça tombait pas le même jour. Alors je dis oui, mais vous me faites un mot ce qu'ils ont fait, et du coup j'ai pu donc du coup faire un peu de la médiation. Et tout ça pour te dire que oui, donc en fait les gens ont un peu vu ça, et on a des voisins, notre voisin direct, le champ d'à côté s'y est mis aussi. Donc tu vois, c'est un peu essaimé. Ouais, voilà. Il s'y est mis, et après on a eu un troisième voisin, parce que là où je suis, c'est quand même assez la campagne, qui s'y est mis aussi, et maintenant on est 4-5, et c'est super parce que du coup tu récupères aussi ces essaims, tu vois, quand ils se versent chez toi, et on récupère, enfin, et du coup plus il y en a, meilleur c'est. Donc je trouve c'est bien parce que de plus en plus de gens s'y mettent à leur échelle, surtout des amateurs. Et ce qui est vachement bien pour un amateur par rapport à un professionnel, c'est que l'amateur il fait ça par amour, c'est pas son gagne-pain, donc il peut y consacrer vraiment sa passion et faire ça. Alors que par exemple quand tu regardes des apiculteurs pros aux États-Unis, c'est l'horreur quoi, c'est l'usine, les mecs ils font pas de sentiment pour les abeilles quoi. Ouais. Et c'est l'amateur, il a pas une logique de productivité pour lui. Ouais, exactement. Et plutôt de passion du truc. Et ça c'est bien, ça se répand dans les zones périurbaines où donc là je trouve ça va dans le bon sens, mais après on est malheureusement rattrapé aussi par réchauffement climatique, etc., etc. Et plus les années passent, plus ça devient compliqué quoi. Enfin on a des saisons c'est quand même un peu dur parce que quand tu lis dans les bouquins il y a des années 70 machin que l'hivernage elles sortent juste une fois pour aller faire leurs besoins alors il neige tout le temps, alors que quand tu te retrouves maintenant au mois de janvier, des fois il fait 25 degrés, les abeilles sortent, elles sont complètement perdues quoi, elles reviennent, donc le cycle d'hivernage est complètement cassé. Et du coup on perd des colonies, on sait pas pourquoi, t'hivernes des colonies très fortes et en sortie elles sont plus là, alors que les colonies faibles ont un peu survécu. Des fois c'est un peu des gros mystères, donc c'est un peu décourageant. Et on entend partout que si les abeilles disparaissent, on est mal barré, et puis elles sont en train de disparaître quoi. Enfin toute la faune et la flore qui prend un coup, donc je sais pas. Il y a ce côté bien de prise de conscience et des gens s'y mettent, des amateurs. Et donc toi ton approche de l'apiculture c'est t'as un rucher? Non, plusieurs. On a un gros rucher juste derrière chez nous, et on a 4-5 ruches à droite à gauche. On en a 4-5 dans le village de mon père, ce qui donne aussi une excuse d'aller souvent voir la famille, quoi. On en avait mis une ou deux. En fait, les gens aiment beaucoup quand tu parles d'apiculture, c'est quelque chose que les gens trouvent c'est un métier noble. Enfin, et c'est limite. On a eu plein de demandes dans nos cercles d'amis. Moi, je prendrais bien une ruche à vous dans notre jardin, quoi. Et puis des fois, si c'est pas trop loin, etc. Des fois, on accepte quand on a mis une ruche. Des fois ça marche pas et comme ça permet aussi de faire le tour des amis quoi. Et ce qui est bien aussi, c'est que si jamais il t'arrive une connerie sur ton rucher, une maladie contagieuse, genre une loque ou un truc comme ça, au moins t'as encore d'autres endroits physiques. Puis ça fait aussi du miel local, tu nous ramèneras le miel de nos ruches quoi. Donc on fait gaffe quand on les passe, quand on fait le miel, de pas forcément mélanger les mêmes ruches, histoire de ramener le pot aux gens quoi. Mais tout ça dans la région, donc dans un rayon de une centaine de kilomètres quoi. Okay. Et ton père est à la retraite? Pas encore, non. Pas justement. Encore. Okay. Mais il va y aller. Okay. Bientôt. Quel conseil tu pourrais donner à une personne qui souhaite débuter l'apiculture, qui vient tout juste de débuter? De pas se décourager, surtout. Enfin, s'il veut vraiment faire ça, parce que en fait, c'est de mon expérience là, c'est un métier un métier du coup une passion quoi. Où tu vas te prendre quand même des belles claques. Quand tu vas donner tout ce que t'as pour essayer de faire le travail très bien, et puis le résultat c'est que ta colonie meurt. Et des fois ça arrive quoi, et c'est très décourageant, donc il faut pas se décourager. Et c'est pour ça que à la limite l'époque où on disait tu mets une ruche au fond de ton jardin, comment je suis venu à ça en me disant je mettrai une ruche au fond de mon jardin, je m'en occupe pas et la nature elle est là pour ça va marcher tout seul. Ça c'est pas vrai. Pour l'apiculture, il faut quand même être assez de plus en plus en fait. Et je donnerais aussi comme conseil d'en avoir au moins 3-4 quoi, parce que juste une c'est jouer un peu c'est qui tout double quoi. Elle passe pas l'hiver, il y a plus de ruche. Hein. Ouais. Et si on a un peu investi dans du matériel, il faut repartir un peu à zéro donc d'avoir un petit peu un minimum de fonds, mais après attention parce que c'est prenant. Hein. Ouais. Enfin, ça peut vite devenir une grosse activité. C'est très passionnant en fait. Ouais. C'est passionnant, et tu disais aussi ça va être coûteux. Les seins coûtent environ 150 Oui, c'est ça, voilà. Après, comme je dis, c'est un peu comme dans tout, hein. Il y a toujours dans le commerce, tout se vend, tout s'achète. Donc, il y a des solutions commerciales, toutes clés en main. Moi, je les déconseille, hein, parce que nous, on est un petit peu à la maison, do it yourself, quand on aime bien tout faire nous-mêmes. Et, effectivement, des prix où c'est vendu, rien qu'une boîte vide, une ruche, ça peut valoir facilement 100 € avec les cadres, sans les abeilles. Donc, il y a des solutions, hein, soit racheter du matériel. Après, en menuiserie, c'est pas non plus ultra compliqué, hein. C'est pas des œuvres d'art de bois, hein. C'est une boîte. Oui.
Donc c'est scier quelques planches, faire et puis quelques clous, et puis on peut faire déjà quelque chose. Hein. Et puis aussi les essaims, les acheter, c'est bien, mais le Bon Coin ça marche super. Une annonce, j'ai retiré les essaims, et en plus c'est formateur. On va sur place, on va dans le jardin. On faut commencer avec des situations assez simples, quoi. Un essaim sur une branche, et puis déjà revoir une mise en boîte, c'est super cool. Et puis aller les ramasser à droite à gauche, quoi. Ça c'est, moi je conseillerais ça pour se fournir des abeilles. Oui. Se rapprocher d'un autre apiculteur, effectivement, c'est bien d'échanger, et puis. Et toi, tes petits trucs pour arriver vraiment à être en contact de ceux qui ont des essaims, t'as Le Bon Coin et aussi. J'avais tapé dans Google, quoi, annonce enlèvement d'essaims, quoi. Ouais. J'ai trouvé tous les sites, les 10 premiers résultats, je suis allé sur tous et je me suis inscrit en tant que, je donnais mon numéro, quoi. Et puis, au bout d'un moment, tu reçois des appels, tu sais même pas tout ça. Et puis ça tourne, quoi. Après, tous les ans, j'ai un gars qui me réécrit pour me demander si mes informations de contact n'ont pas changé sur un annuaire. Je sais plus le nom, là, mais je dis ouais, c'est bon, et puis, et ça marche bien. Les gens, en fait, vont, maintenant, je crois que les pompiers redirigent vers des apiculteurs. Ils ont aussi leur, Toi, tu t'es pas référencé auprès des pompiers? Pas directement, non, je crois pas l'avoir fait. Mais on a déjà eu des renvois, donc. C'est-à-dire que peut-être les sites vers lesquels je m'inscris, peut-être ils envoient le paquet, aux pompiers du coin, quoi. Ouais. Voilà. Et des pièges aussi, pardon, j'ai oublié, on a fait des pièges, on a attrapé pas mal de ruches avec des pièges. Et des pièges étant une vieille ruche vide, avec du charme des abeilles, un peu de... Et hallucinant, quoi. On avait des abeilles, par contre, ça, tu l'as acheté? Ouais, ça, on a acheté par exemple le truc de la citronnelle, parce que ça sent très très fort. Ouais. Et tu mets de la vieille cire, des vieux cadres bien noirs. Et, bien noirs? Ouais, c'est vraiment noirci de 3-4 ans de couvain. Ça, ils adorent ça, les abeilles, tu frottes un petit peu les parois, histoire que ça sente à des kilomètres, en fait. Ouais. Et tu mets ça, on a un peu tout essayé comme endroit, et un coup on avait mis ça en bordure de forêt, mais insoupçonné, quoi. Et d'un coup on arrive, il y a des abeilles dedans. Et t'as gagné une ruche, quoi. Tu dis, d'où elle vient? Parce que c'était la forêt à des kilomètres, donc c'était des ruches sauvages, des bois. On en a attrapé plein comme ça. Et souvent aussi, pour un bon truc qui marche, c'est t'as tes ruches, mais quand la période des essaims arrive, tu mets des pièges à 30-40 mètres de ton rucher. Et ça marche super bien aussi. Et en plus, l'avantage, c'est que si jamais t'as un essaim et que t'es là, parce que quand t'es pas là, tu peux espérer qu'il aille dans la boîte. Donc ça, c'est gagné, super. Mais si jamais c'est pas le cas, mais toi tu es là, tu vas aller le chercher, mais t'as déjà une boîte, en fait, pour le mettre dedans. Tu vois, tu prends ton piège, tu le fous dans le truc, et puis ça. Et t'en remets un. Et à chaque fois, les pièges, c'est... Nous, c'est des ruches vides, en fait, qui sont prêtes à démarrer, et dedans, on met des cadres, en fait, on fait un peu un mix. Alors nous on a des divisibles, donc c'est de deux étages de 10 cadres, et les hausses on met 9 cadres à peu près, et les cadres font en Warno une trentaine de 27-28 cm je crois par 18 cm, donc c'est très bien c'est très manipulable. On la remplit quasiment, mais on la remplit, mais on met des cadres construits, vieux, des cadres construits un petit peu neufs, et des cadres juste avec la feuille de cire gaufrée, et on fait ça les 2 étages. Et puis quand tu mets en boîte, on a 9 cas sur 10, les abeilles ressortent pas, quoi. On a eu des cas des fois où elles rentrent, elles ressortent, il faut les rattraper, les remettre dedans, et ça se passe généralement bien, quoi. Voilà, donc effectivement on arrive quand même à récupérer pas mal de nos essaims ou ceux des voisins, et puis ça roule, quoi. Personnellement, j'ai fait une grosse pause parce que mes études, etc. Oui. Donc je vais filer un coup de main tous les ans, mais quand je serai là, je suis encore en appartement. Mais dès que je suis posé, dès que j'ai un bout de terrain, j'y mets des ruches, c'est sûr et certain. Pour toi, quelle est la pièce équipement sur laquelle il faut pas lésiner? Là où on a investi un petit peu de moyens, c'est le maturateur en inox et l'extracteur en inox aussi. Ouais. Parce que c'est quand même de l'alimentaire et que il y en a peut-être des moins chers, mais là on a mis un peu de sous, quoi. On a pris un maturateur de 50 litres, donc on fait par passe le temps que ça mûrisse, et on a fait un extracteur qui prend 3 cadres à la fois. Donc là on a mis peut-être, je crois que l'extracteur c'était 400-500 euros quand même, okay. Maturateur 100-200 euros. Ouais. Donc ouais, c'est quand même un investissement. Après les combis, une vareuse, quoi, ça suffit. J'avais démarré, on avait acheté la combi intégrale, c'est parce que quand tu connais pas, histoire peur de faire piquer. Mais maintenant une vareuse ça suffit largement, tu mets un jean. Puis maintenant mon père il y va même sans gants, des fois sans vareuse, quoi. Enfin, c'est l'expérience, quoi. Bon, des fois ça se passe mal, hein. Il revient, il est pente mal, quoi. Mais... Et après il y a plein de petits trucs, du matériel qui est quand même utile d'avoir. Je pense par exemple la pince à cadre, tu sais. J'avais offert ça un coup à Noël, c'est vraiment super cool parce que tu as un tournevis, tu lèves des 2 côtés, et là t'as ta pince à cadre, tu permets de bien sortir, bien manipuler. Tu galères moins, t'en écrases moins, donc les lève-cadres, des trucs comme ça. Ouais. Nous on fait avec une herse pour enlever les opercules, on fait avec une petite herse, donc une grosse fourchette comme ça. Ouais.
On n'a pas le couteau tout le temps là, mais on a 2-3 bacs. Et comme je te dis, tout ce qui est boiserie, machin, on fait tout nous-mêmes, quoi. Donc, Et tu me disais aussi par rapport à la cire, une fois que, ta cire d'opercule par exemple, ta cire de cabane, pour la faire fondre, tu faisais la vapeur? Ouais, on a un peu tout essayé. Encore pareil, on mettait l'expérience, donc t'essayes et tu trouves des solutions. On a tout fait. Au début, on avait mis dans une casserole sur le feu direct, ça brûle, ça devient tout noir, tu récupères rien. En plus, ça se mélange au miel. Le miel, on a essayé le sirificateur solaire. C'est quand même très dur parce qu'on avait construit un truc avec histoire que ça chauffe, mais ça chauffe pas assez. Et dès que t'as un peu de vent, comme là, par exemple, dans le nuage, ça refroidit tout de suite et ça se refige. Donc ça coule, mais t'en as pour 15 jours. Et des fois, quand t'as 10 ruches à passer, il faut un truc un peu plus efficace. Et du coup, là, on a trouvé une solution. J'ai regardé maintenant depuis quelques années, je regarde aussi pas mal sur YouTube. Qu'est-ce qui se passe là, c'est quand même une ressource formidable, Internet, tout ça. Et puis du coup, j'avais trouvé un gars un russe. Il y a beaucoup de Russes qui font qui mettent des vidéos sur YouTube d'ailleurs, qui mettaient toutes ces hausses avec les cadres dedans, et il mettait en bas de la hausse un tuyau qui était relié à une bonbonne remplie d'eau qui chauffait. Donc l'eau devenait de la vapeur, un peu de pression, et ça faisait un jet de vapeur un peu comme un hammam en fait, qui partait en bas, et du coup la vapeur montait et ça faisait tout fondre. Et il récupérait avec un robinet la cire super propre. En fait, tous les débris vont au fond. Toute la cire, elle remonte au-dessus et t'as de l'eau et tu décolles et t'as de la cire nickel. Nous ça c'est ce que j'ai vu sur internet, mais nous on a fait autrement. On a trouvé un vieux truc d'une grand-mère là. À quoi ça servait ce truc-là? Je sais même pas. À passer des légumes, c'est comme une couscoussière là, un truc à double fond, comme un chauffe-vapeur en fait, si tu veux. Tu vois? Tu mets l'eau en dessous. Et nous, le cadre, on le met, soit on découpe la cire qui est dedans, ou soit on les met même comme ça. Et on chauffe, et ça devient un gros jus de vapeur, et il y a un petit robinet qui fait couler la cire plus l'eau en fait, l'eau condensée. On récupère ça et t'as de la cire, mais et les saletés super jolie. Elle reste dans la cuve. Et après mais même franchement, parce que généralement quand tu vas revendre ta cire, ce qu'on ne veut plus faire, mais ils t'enlèvent 20% des impuretés en bas. C'est genre tu donnes 1 kilo, ils vont t'enlever 200 grammes en disant que c'est des impuretés. Mais nous ils ne le font pas parce on en a quasiment pas d'impuretés. Et puis donc du coup je te disais, on essaye maintenant de garder notre cire, de la refondre nous-mêmes et de faire parce que c'est sympa la coopérative apicole, mais ils te reprennent ta cire, je crois que c'est maintenant 10 € le kilo, ils te la rachètent, et ils te revendent les cires gaufrées 20 € le kilo, un truc comme ça, donc tu payes le gaufrage un peu cher, quoi. Et surtout tu ramasses aussi les cires de tout le quartier, et des fois tu ramasses aussi des parasites de ton voisin, ou voilà. Donc là on essaye de faire ça. Donc il y a des solutions avec des moules un peu comme en silicone, où tu viens mettre une louche et puis tu presses, un peu comme quand tu fais une gaufre, et tu ressors une feuille. Mais on trouve que tu mets trop de cire par feuille. Donc le mieux c'est le laminoir quand même. Mais un laminoir ça coûte cher, ça coûte facilement 500, 600, 800, 900 € quoi. C'est donc les 2 rouleaux avec le motif, mais en fait parce que c'est une pièce d'usinage qui est quand même assez chère. Et donc là moi je fais l'impression 3D, hein, j'aime bien dessiner des trucs comme ça, donc j'ai une formation d'ingénieur, donc j'en profite quoi. Et je me suis redessiné des rouleaux là, et j'ai des prototypes qui commencent à marcher là. Voilà. Mon père s'est fabriqué des rouleaux, il a tout fait lui en mécano soudé quoi. Et là je vais lui imprimer des chaussettes, enfin t'imagines un rouleau lisse, mais dessus on va emmancher le truc que là je lui sors en imprimante 3D. On a fait j'ai aussi fait un thermostat, un Arduino et tout, c'est des trucs pour chauffer l'eau en fait à la bonne température, parce qu'il faut que la cire elle soit ramollie, mais pas trop ni pas assez. Donc là pareil on est en train d'expérimenter, on commence à avoir des résultats. Voilà. En fait, à chaque fois, c'est des petits projets comme ça, tu vois. On essaye de gagner en étape, en autonomie sur le truc, et puis ça nous donne l'occasion et c'est un métier un peu en père et fils, quoi, tu vois. Moi, ça permet de bricoler avec mon père, c'est cool, on s'amuse bien. Et puis, oui, après, avant, on était complètement amateur. Mais là, mon père est passé, parce que la vente de miel a été interdite, je crois, pour les amateurs. C'est-à-dire que avant c'était toléré, mais c'était jusqu'à 4-5 ans. Tu pouvais vendre ton miel dans tes amis, tant que c'était pas non plus industriel, là, les quantités. Et même limite faire le marché sans trop de soucis. Maintenant, t'es obligé d'avoir un numéro de sirette pour le moindre pot de miel. Il faut te déclarer. Donc là, mon père il a fait ces démarches-là pour pouvoir vendre son miel officiellement, quoi, Et on l'a vendu à la boulangerie de notre village. Ça part comme des petits pains, c'est fou, quoi. Et voilà. Après, on fait pas on fait que du toute fleur. On fait pas du monofloral. On va pas faire la transhumance, on n'a pas le temps, quoi. Mais du miel de l'acacia, de sapin, etc. C'est aussi un autre boulot, ça. En façon sur la catégorie.
Ouais, on fait deux ou trois mielées, quoi. La première, vers mai, après une Ah, vers tu fais quand juin, même plusieurs récoltes. et on en a une vers juillet, ouais, pour finir, quoi. Et après, on le relaisse pour l'hiver, quoi. Mon père, souvent, ce qu'il fait, c'est qu'il redonne aussi, il redonne beaucoup aux abeilles du miel. Il a récolté lui-même, quoi. Oui. Soit les invendus de l'année d'avant, un truc comme ça. Donc, en fait, on les nourrit. Avant, on nourrissait. Pareil, on est passé je nourrissais avec du candy. On a essayé le sirop aussi. Ouais. Maintenant, on donne que leur ancien miel, quoi. Que l'ancien miel. Okay. Voilà. Et après, tu mets directement le miel dans le nourrisseur. Voilà. On tourne un pot dessus, hop. Ok. Ou dans le nourrisseur, même, voilà. Ouais, comme nourrisseur, t'as On a un rond. Ouais, On a les Nico, c'est ça, en plastique, ouais. Ouais, les ronds en plastique, là, avec les petits trucs. Et on a fait, des ruches avec un petit plateau, un petit trou, voilà, et puis, on a fait un toit, tu sais, comme un toit de maison, en fait, Ouais. avec pour que ce soit un peu joli. En chalet, ouais. Et on les peint tous les ans, on fait des autres couleurs, quoi. Histoire, parce que pareil, dans le bouquin de ce gars-là, elle repère bien avec les couleurs. Si tu mets des ruches qui ont toutes la même couleur et très proches, tu peux un peu avoir de la dérive, tu sais, voilà. C'est aussi une technique pour repeupler une ruche un peu faible. T'inverses, voilà. Ouais, j'ai souvent entendu dire ça même aussi pour les entrées des ruches. Fallait pas les mettre exactement au même endroit. Ah oui, ouais. Un peu décalé où tu mets un signe distinctif comme un caillou juste à Oui, côté ouais. de l'entrée. Et comme ça, les Mais abeilles voient directement. c'est impressionnant, hein. L'insecte, l'abeille, comment ils connaissent la topographie, tout le Google Maps, quoi, sur 10 km. Justement, dans ce bouquin, là, le gars expliquait, il prenait une abeille d'une colonie, il la lâchait de 1 mètre, elle y retournait. Après, il allait à 10 mètres, il retournait, il allait à 100 mètres, et il allait voir jusqu'à quand elle arrivait à retourner à la ruche, quoi, tu vois, un peu. Et t'as la règle des 30 cm, 3 km, je sais pas si tu connais ça, ou Ah, quand on fait une division, ouais. ou si tu déplaces, si tu déplaces une ruche de moins de 30 cm, bah, c'est pas de problème. Ouais. Mais au bout de 30 cm, là, ils commencent à tous aller à l'endroit d'avant, ils Ouais. se rendent plus compte que ça a bougé. Et si tu veux vraiment qu'elle refasse tout le travail de dire maintenant on a changé de chez nous, faut aller au moins à plus de 3 km, quoi. Sinon Ouais. elles vont revenir à l'ancien endroit, quoi. Ok. Ouais, il y a plein de petits trucs comme C'est ça. 30 cm ou c'est pas... C'est peut-être un peu plus, un peu moins, Ouais, je crois que c'est... après c'est ouais. longtemps que j'avais lu tous ces trucs là, mais Je crois qu'on peut se permettre t'as ta ruche, de diviser et de la mettre juste à côté l'autre. ouais. Euh, Ou alors Ouais, il faut la mettre, il y en a qui mettent ça, ils la mettent dans leur cave, ils les ferment pendant 2 jours histoire d'effacer la mémoire, et puis après ils les ressortent, ouais. Donc ouais. Ouais, il y a plein de trucs, c'est vraiment un milieu où il y a chacun a sa petite recette, Ouais. et il y a plein de des trucs qui marchent pas. Pareil maintenant avec le frelon asiatique, il y a 1 milliard de solutions qui sortent. Ouais. Mais c'est bien, tu vois, les gens se mobilisent, ils cherchent des trucs. ouais, c'est les pièges. Ouais, les pièges, ils Les marchent pièges, pas mal là. Nous on fait ça. On en avait pas et ça arrivait en 2014-2015 en Lorraine et on a commencé. Maintenant on met des pièges avec du jus de pomme, je crois, et les abeilles n'y vont pas et les frelons y vont pas mal. Ok. J'avais vu un mec qui avait fait un truc pas mal avec une grille électrifiée là, Ah, qui mettait devant la ruche et avec une maille qui était assez grosse pour que l'abeille quand elle passe, elle se prenne pas une châtaigne. ouais. Mais si le frelon qui est un insecte un peu plus gros, il passe, il se fait griller quoi. Moi, j'avais aussi un projet do it yourself, des idées, c'est marrant d'essayer parce que maintenant tu sais, t'as des GPS mais minuscules quoi. Et mon idée, ça aurait été d'en attraper un et puis de le mettre, de lui coller dessus et puis d'aller voir où il va pour trouver le nid en fait, Ouais. et détruire le nid quoi. C'est parce que c'est ça qu'il faut faire quoi pour éliminer ce mal quoi. Donc ouais, mais ça après ça évolue quoi. Ça j'ai lu là récemment que il commence un peu, il s'acclimate plus trop là, le frelon asiatique, il monte plus trop au nord. Ok. Il a un peu du mal, il a arrêté sa progression. Ouais. Comme j'avais lu à un moment qu'il y avait quelques espèces qui commençaient à montrer une résistance, arriver à se débarrasser de varroa. Faut voir comment ça évolue et surtout si ça aura le temps d'évoluer avant qu'il n'y ait plus rien. Voilà. En fait, moi j'avais un grand oncle. L'oncle de mon père, lui, il a fait des ruches toute sa vie, mais on s'était jamais intéressé de son vivant, quoi. Et ce mec-là était décédé. Quand on était petit, je me souviens, il nous donnait du miel. C'est chez lui qu'on allait prendre notre miel. Et quand il est décédé, genre 5-6 ans avant que moi je m'y intéresse, quoi. Tu vois. Et donc on sait pas ce que sont devenues ces ruches, mais donc je sais, j'ai pas eu l'occasion d'échanger sur le métier parce que lui, il avait démarré pareil il y a peut-être 70 ans, quoi. Tu vois, il connaît toute une vie, quoi. Donc voilà. Ouais. Écoute, merci beaucoup. Ah bah pas de problème. Et voilà, c'était l'interview de Pierre, cet apiculteur qui a 20 ruches avec son père et qui habite en Lorraine, avec le ruche en format Voarno. J'espère que l'interview vous a intéressé, surtout son approche où il fabrique lui-même.
Merci beaucoup de votre écoute. Et pour la prochaine interview, ça sera un peu particulier parce que ça sera une apicultrice que je vais interviewer. Ça sera pour l'instant la première apicultrice que j'interviewe dans cette série d'interviews à un rythme de 2 par mois. Donc voilà, j'aurai le plaisir d'échanger une première fois avec une apicultrice. En tout cas, à bientôt sur le blog Les Premières Ruches et belle journée à vous. Au revoir.